Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce deuxième webinaire sur la réponse au marché public. Je suis Eva Secarelli, chargée de mission achat circulaire et solidaire pour la métropole du Grand Paris. Nous sommes aujourd'hui accueillis au Mundo M, que nous remercions très chaleureusement. Alors, pour ce premier webinaire, nous avions vu un petit peu les bases des marchés publics, l'introduction, les opportunités que ça pouvait représenter. Pour ce second webinaire, on va rentrer un petit peu plus dans le détail et on va essayer de se mettre dans la peau d'un acheteur public, puisqu'on va aborder les thématiques des procédures de marché public, l'organisation d'un achat, et les différents types de montages contractuels. L'idée, c'est pas de faire de vous des juristes en fin de session, mais que vous ayez un petit peu en tête les différentes contraintes qui pèsent aussi sur les acheteurs, et puis surtout de savoir quels éléments peuvent vous être utiles quand vous répondez à un marché public, pour comprendre au mieux quelles sont les attentes des acheteurs. Alors, sur le premier webinaire, petit rappel, on avait vu un certain nombre de choses, notamment que les marchés publics pouvaient se distinguer en 3 grandes catégories d'achats: les fournitures, les services et les travaux. Le droit de la commande publique, de manière générale, repose sur 3 grands principes: la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement, ainsi que la transparence des procédures. Aujourd'hui, on a un contexte réglementaire qui est en pleine évolution et qui est très propice à l'intégration des enjeux de développement durable dans les achats. On l'a vu avec différents textes, contraignants ou moins contraignants. On a notamment le PNAD, le Plan national pour des achats durables, qui, bien qu'il soit non contraignant pour les acheteurs publics, fixe quand même des ambitions, des objectifs assez ambitieux à l'horizon 2025, avec notamment 100% des contrats de la commande publique qui devraient comprendre une considération environnementale et 30% des contrats qui devraient comprendre une considération sociale. Je ne vais pas rebalayer les différentes lois qui existent, je vais juste mentionner par exemple la loi AGEC, qui est une loi qui porte sur l'économie circulaire et qui impose aux acheteurs publics sur les marchés de fourniture des pourcentages minimums en fonction de l'objet du marché, de matières reconditionnées, recyclées ou réutilisées. Donc voilà, on a tout un contexte réglementaire pour les acheteurs publics qui pousse vraiment en ce sens pour mieux prendre en considération les enjeux de développement durable, donc c'est-à-dire les enjeux environnementaux, mais également sociaux. Voilà, donc on a un certain nombre de choses qui existent. En termes de processus d'achat, on a vu dans le premier webinaire que l'achat peut se décomposer en 4 temps, avec un temps de préparation, un temps de passation, la notification du marché et la partie d'exécution. Aujourd'hui, on va se focaliser vraiment sur la partie de la préparation du marché, puisque l'idée, c'est de se mettre dans les bottes d'un acheteur public et de voir comment il va construire en fait son achat. On va donc pour cela voir 3 points différents. Dans un premier temps, on verra les différentes procédures de passation. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qui est possible en matière d'achat public. Je vais essayer de me focaliser sur les types de procédures qui peuvent être intéressantes pour vous et utiles pour vous, acteurs de l'économie sociale et solidaire, acteurs de l'économie circulaire. Il y a plein de choses qui existent dans le code de la commande publique qui sont des éléments relativement facilitants, on va dire, pour des plus petites structures, et ça a tendance à évoluer en ce sens. On verra dans un second temps les différentes typologies de montage contractuel et l'organisation de l'achat, et surtout qu'est-ce que ça veut dire pour vous, entreprise candidate. Et puis on fera un focus spécifique sur l'accord cadre, qui est un petit peu différent d'un marché public classique. L'objectif de cette session, ça va vraiment être de comprendre comment s'organise concrètement l'achat public avec tous ces éléments qu'on va voir. Alors, quand on parle de procédure de passation, on va distinguer 2 typologies de procédures, les procédures dites non formalisées et les procédures formalisées. L'acheteur, il va définir si on est dans une procédure non formalisée ou formalisée en fonction du montant et de la nature de l'achat qu'il va faire. L'organisation de l'achat, ça va se distinguer avec 3 types de montage contractuel. Ça va être le principe d'allotissement,
versus un marché global. Et un point qui est un petit peu à part, ça va être les marchés réservés. Donc, on va s'intéresser à ça aussi aujourd'hui. Et ces choix, ils sont faits par l'acheteur selon différentes choses, le contenu de l'achat évidemment, et puis selon si il souhaite intégrer des ambitions sociales notamment dans son achat. Enfin, on va voir les différents types de marchés, donc vraiment en termes d'exécution de la prestation, comment ça va se manifester. Donc on verra la différence entre un marché public classique, un marché à tranches, qui a une exécution pour le coup fractionnée, et les accords cadres, qui peuvent être des accords cadres à bon de commande ou à marché subséquent. Alors, quand on parle de procédure de passation, de quoi on parle? Concrètement, le code de la commande publique prévoit pour les acheteurs publics des obligations qui sont différentes selon le type de procédure dans lequel on se trouve. La procédure de passation, elle va être différente selon le type d'acheteur public, selon la nature du marché public et selon la valeur estimée du besoin. Tous ces éléments, ils vont être mis au regard de ce qu'on appelle les seuils de procédure. Ce sont des seuils financiers qui sont définis à l'échelle de l'Union européenne, comme énormément de choses en matière de droit de la commande publique. C'est du droit communautaire initialement qui est transposé dans le droit national. Et ce sont des seuils qui vont être actualisés tous les 2 ans. Donc là, depuis 2024, on a un nouveau seuil depuis le 1er janvier pour les procédures formalisées et les procédures non formalisées. En plus de ces seuils de procédure, on va avoir ce qu'on appelle des seuils de publicité qui vont déterminer les modalités de publicité d'un marché. Alors, petit focus sur la publicité, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, ça va être le moyen pour l'acheteur public d'informer les candidats de son ambition de chercher un fournisseur ou un prestataire pour un besoin donné. La publicité, elle va prendre la forme d'un avis de marché, qui va également s'appeler avis d'appel public à la concurrence. Cette publicité va être faite sur différents types de supports qui vont dépendre de la procédure qui est applicable. On va retrouver BOAMP, c'est le bulletin officiel des annonces de marché public, donc c'est un peu le journal officiel en France. On va retrouver également le journal d'annonces légales, le JAL, et le journal officiel de l'Union européenne, le JOUE. Voilà pour la publicité. Concrètement, c'est l'acheteur qui annonce qu'il a un marché public en cours et qui cherche un fournisseur, un prestataire pour son besoin. Lorsqu'on parle de procédure de passation, donc je disais, on va distinguer les procédures formalisées, ce sont les procédures qui sont au-dessus des seuils européens, et les procédures non formalisées qui sont en dessous des seuils européens. Alors ces seuils, voilà à quoi ça ressemble. On va faire une petite vulgarisation de ce grand tableau. J'ai mentionné tout à l'heure que la procédure va dépendre de 3 critères. La nature du marché, donc en orange, vous allez voir, on n'a pas les mêmes règles selon si on fait un achat de fourniture, un achat de service ou un achat de travaux. Le type d'acheteur public, on va s'intéresser à si c'est l'État et ses établissements publics qui achètent ou alors les collectivités territoriales et ses établissements publics locaux. Et enfin, le montant, puisque les seuils de procédure de l'Union européenne fixent un montant à partir duquel on rentre en procédure formalisée et en deçà duquel nous sommes dans ce qu'on appelle une procédure non formalisée ou une procédure adaptée. Donc quand on est dans le cadre d'un achat de fournitures et services pour l'État et ses établissements publics, le seuil est fixé à 140 000 € hors taxe, c'est-à-dire qu'à partir de 140 000 € hors taxe, on rentre dans une procédure formalisée. Et quand on est en deçà de 140 000 € hors taxe, on est dans une procédure non formalisée et adaptée. En jaune, sur ce tableau, on a les modalités de publicité. Ça veut dire que même quand on est dans une procédure adaptée, il y a un seuil également qui a été fixé pour la publicité qui va différer selon si on est en dessous ou au-dessus de ce seuil. Donc 90 000 € hors taxe, et ça c'est la même chose pour l'État et ses établissements publics et les collectivités territoriales. En deçà de 90 000 €, la publicité peut être adaptée ou libre, c'est-à-dire que l'acheteur a la possibilité de choisir les supports sur lesquels il va rendre public la consultation pour son besoin donné. Au-dessus de 90 000 € hors taxe, quand on est dans une procédure adaptée, il a l'obligation de publier
au BOMP, donc au Bulletin officiel des annonces de marché public, ou au Journal des annonces légales. À partir du moment où on rentre dans une procédure formalisée, il n'a plus aucune possibilité de choisir les modalités de publicité. Ça sera forcément au BOMP, mais aussi au JOUE, donc au Journal officiel de l'Union européenne. Ça encore, c'est pour respecter les grands principes de la commande publique dont on a parlé en introduction et qu'on a vu dans le premier webinaire, à savoir le libre accès à la commande publique et l'égalité de traitement des candidats. Donc on va publier au journal de l'Union européenne. C'est évidemment des principes qui sont d'autant plus importants quand on a des gros achats avec des gros enjeux. Voilà. Donc toujours pour les fournitures et services, la procédure formalisée, elle commence à 215 000 € hors taxe pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. Pour les travaux, c'est un petit peu plus simple. On a un seuil unique pour tout type d'acheteur public qui est fixé à 5 382 000 € hors taxe. C'est-à-dire qu'en dessous de ça, l'acheteur est un petit peu plus libre d'organiser sa consultation comme il le souhaite. En revanche, pour la publicité, on a toujours un seuil qui est fixé de 40 000 à 100 000 € hors taxe pour faire une publicité qui soit libre ou adaptée à partir de 100 000 € hors taxe, ce qui est relativement bas quand même pour des achats de travaux. On a l'obligation de publier au BOMP, au JAL, et puis même au BOMP et au JOUE à partir de 5 382 000 € hors taxe. Voilà pour ces seuils. Et les slides vous seront envoyés, donc vous pourrez vous référer à ce tableau si nécessaire. L'idée, c'est pas forcément de les retenir par cœur, c'est juste de savoir que, en fonction des montants estimatifs qui ont été faits par l'acheteur, on va se trouver dans une procédure plutôt qu'une autre et qu'il y a des contraintes qui vont peser sur l'acheteur qui vont être plus ou moins importantes. Alors, quand on parle de procédure formalisée, on va distinguer 3 grandes typologies de procédures. L'appel d'offres, qui peut être ouvert ou restreint, on verra dans un second temps qu'est-ce que ça veut dire. On va également avoir la procédure concurrentielle avec négociation, également appelée procédure avec négociation et abrégée PAN. Et puis le dialogue compétitif qui est plus rare. La procédure avec négociation aussi est plus rare que l'appel d'offres ouvert ou restreint. On ne les verra pas en détail aujourd'hui, la procédure avec négociation et le dialogue compétitif, parce que c'est souvent des procédures qui sont utilisées, alors déjà pour des montants plus importants, puisque ce sont les seuils européens qui déterminent ça, mais aussi et surtout pour des achats avec des enjeux qui sont vraiment importants, quand l'acheteur estime qu'il y a une nécessité vraiment d'aller dans l'échange avec les candidats pendant la négociation. Le dialogue compétitif, ça va être une modalité qui permet, sur des achats très techniques, d'échanger en fait avec des potentiels fournisseurs qui vont également alimenter le besoin. Voilà pour les grandes procédures formalisées. Ce qui me paraissait aussi intéressant pour vous aujourd'hui, c'était de faire un focus sur les marchés qui sont en deçà de tous les seuils, c'est-à-dire les marchés publics inférieurs à 40 000 € hors taxe. Ce sont des marchés publics pour lesquels il y a beaucoup moins de formalisme, beaucoup moins de formalités pour les acheteurs, mais également pour vous en tant qu'entreprise répondante. Et donc, ça représente aussi plus d'opportunités, puisque dans ces cas-là, on va souvent aller chercher des fournisseurs, peut-être des fournisseurs locaux, des fournisseurs qu'on connaît, puisque c'est une procédure qui permet à l'acheteur public d'être exempt à la fois de publicité et de mise en concurrence préalable. Donc, le code de la commande publique précise que l'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalable pour répondre à un besoin dont la valeur est estimée inférieure à 40 000 € hors taxe, ou pour les lots dont le montant est inférieur à 40 000 € hors taxe et dont le montant cumulé n'excède pas 20% de la valeur totale estimée de tous les lots. Voilà, donc c'est un tout petit peu complexe sur les critères pour savoir dans quelle situation on se trouve, mais vous inquiétez pas, ça c'est le travail de l'acheteur et il sait quand est-ce qu'il peut avoir recours à un marché à 40 000 € hors taxe. En termes de vocabulaire, ce sont des marchés qu'on va dire de gré à gré. Ça veut dire que l'acheteur public contracte directement avec un fournisseur. Voilà. Il n'y a pas de mise en concurrence, c'est fait de gré à gré. Cette procédure, c'est une procédure qui est évidemment dérogatoire au droit de la commande publique par rapport à tout ce que je vous ai mentionné tout à l'heure sur les procédures formalisées, procédures adaptées. Et c'est une procédure qui n'est pas obligatoire. Ça veut dire que l'acheteur, il a la possibilité d'avoir recours à cette procédure vraiment très simplifiée, mais il n'est pas obligé. Ça veut dire que même s'il a un besoin qui est inférieur à 40 000 € hors taxe,
et bien potentiellement, il fera une petite mise en concurrence. Peut-être qu'il fera même une publicité en mettant en ligne son marché. Donc vraiment, c'est pas une obligation. Mais ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que en termes de répartition des rôles, par exemple dans une collectivité territoriale, on va avoir les directions techniques ou les directions prescriptrices qui ont donc le besoin et la direction de la commande publique qui accompagne sur la passation d'un marché. Donc si on est dans une direction technique et qu'on sait qu'on peut avoir recours à un prestataire spécifiquement sans mise en concurrence, si on est sur un besoin de moins de 40 000 euros, on va quand même plutôt avoir tendance à aller vers ça parce que concrètement, ça simplifie la vie pour tout le monde. Un point qui est important aussi dans cette définition qui est posée par le Code de la commande publique, c'est la notion de valeur estimée. C'est bien par rapport à ce que l'acheteur public va estimer, pas par rapport aux offres qui vont être faites par des potentiels candidats ou par rapport à un fournisseur, évidemment. Voilà, donc c'est une valeur estimée inférieure à 40 000 euros hors taxe. Potentiellement, s'il fait quand même une petite mise en concurrence, puisque c'est souvent le cas, il y a quand même, on va solliciter potentiellement 3 devis, c'est possible que le devis puisse excéder 40 000 euros hors taxe. C'est pas l'offre qui va déterminer la procédure, c'est bien la valeur estimée du besoin. Alors, cette procédure dérogatoire pour les marchés de moins de 40 000 euros, elle implique tout de même que l'acheteur respecte des exigences qui vont assurer les principes de la commande publique. C'est-à-dire que ces 3 exigences, elles sont que l'offre doit répondre de manière pertinente aux besoins, que l'acheteur doit faire bonne utilisation des deniers publics et qu'il ne doit pas contracter systématiquement avec le même opérateur économique. Euh, pour assurer ces exigences, en pratique, c'est ce que je vous disais juste à l'instant, c'est que l'acheteur il va solliciter 3 devis. On parle souvent comme ça quand on est acheteur public. Ah bah tiens, on fait un 3 devis. Ça veut dire qu'on va aller interroger 3 entreprises différentes sur le même besoin pour avoir 3 devis. Quand bien même on a déjà en tête l'entreprise avec laquelle on veut travailler, c'est pour se euh, voilà, s'assurer qu'il n'y ait pas de problème derrière, pas de recours, puisque les acheteurs publics sont quand même très contrôlés sur la manière dont ils passent leur marché public. Et qui dit petit marché ne dit pas qu'il ne peut pas y avoir de contentieux, quand bien même c'est des marchés avec moins d'enjeux, évidemment, donc on a quand même moins de soucis d'un point de vue juridique à ce niveau. C'est pas obligatoire de solliciter 3 devis, mais c'est vraiment très très fréquent d'aller faire cette démarche quand on est acheteur public. Donc, quand on parle de la première exigence, l'offre doit répondre de manière pertinente aux besoins. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'acheteur, il a une obligation d'analyse et de définition préalable de son besoin. Ça veut dire qu'avant de faire son achat, il doit avoir vraiment posé très clairement, concrètement, mon achat, dans quel cadre il s'inscrit, est-ce qu'il y a d'autres opérations qui l'entourent, et concrètement, ça va venir déterminer dans quelle procédure il s'inscrit. On parle de saucissonnage lorsque l'acheteur ne fait pas en fait cette analyse de ses besoins et qui va concrètement passer plein de petits marchés pour échapper aux règles de procédure qui vont être applicables. Et du coup, il va pouvoir passer des petits marchés en dessous de 40 000 euros pour s'éviter tout un tas de formalismes. Ça, c'est une pratique qui est totalement interdite. Parce que ça ne permet pas de stimuler la concurrence, et c'est une notion qui est très importante en droit de la commande publique, vraiment d'être dans un marché concurrentiel. Pour vous donner un exemple de qu'est-ce que ça pourrait être le saucissonnage, si j'ai un marché de travaux, en tout cas j'ai un besoin de, je sais pas, réhabilitation d'un bâtiment avec des prestations de peinture, des prestations d'électricité, des prestations je sais pas, de pose de parquet, admettons. Voilà, donc là on a 3 prestations distinctes. L'acheteur a l'interdiction formelle de passer par des procédures à moins de 40 000 euros pour passer son marché de peinture, passer son marché de pose de parquet ou passer son marché de travaux d'électricité. Concrètement, il doit analyser son besoin et estimer son besoin en computant les montants au regard des seuils. C'est un terme un petit peu barbare qui veut dire que concrètement, il doit se dire, bah, tiens, ma prestation de travaux d'électricité, elle fait, je ne sais pas, 20 000 euros. Mes travaux de peinture, voilà, ça va être 30 000, et puis mes travaux de pose de parquet, ça va être 45 000. Donc là, il doit additionner tous ces montants et ensuite déterminer dans quelle procédure il va se trouver. Il n'aura pas le droit d'être dans une procédure à moins de 40 000 euros, même s'il y a des lots qui sont à moins de 40 000 euros.
Voilà pour la première exigence. Quand on parle de la deuxième exigence sur la bonne utilisation des données publiques, concrètement, ça veut dire que l'acheteur doit choisir une offre qui soit financièrement raisonnable, donc pas trop chère, et cohérente avec son besoin et donc la nature de la prestation. Par rapport à cette exigence, on va avoir deux cas de figure possibles. Soit l'acheteur a une connaissance qui est largement suffisante du secteur économique, il a l'habitude de travailler avec les acteurs de ce secteur économique, donc ça veut dire qu'il connaît les prix qui sont appliqués, il connaît bien le tissu économique local ou non local, il a une notion de quel est le degré de concurrence dans ce secteur, donc vraiment il a toutes les informations nécessaires pour se dire je veux travailler avec ce prestataire. Donc ça c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est que l'acheteur n'ait pas les connaissances utiles. Donc, il va faire ça comme n'importe quel particulier le ferait. Par exemple, moi, je souhaite acheter une voiture, et ben, je vais aller consulter un petit peu qu'est-ce qui se fait en ligne, voilà, directement sur Internet, examiner un petit peu les catalogues des fournisseurs, peut-être aller prospecter directement dans des magasins, faire des comparaisons sur les délais d'exécution, les garanties qui sont proposées par les différents fournisseurs. Et ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le sourcing ou sourçage en français. Pour les prestations qui sont les plus techniques, l'acheteur va avoir la possibilité de solliciter directement les potentiels fournisseurs, d'échanger avec eux sur quelles contraintes, quelles contraintes pèsent sur eux, est-ce qu'ils peuvent fournir un devis. Enfin voilà, tous ces éléments-là. Alors ça, c'est valable que ce soit dans le cadre de marchés à moins de 40 000 euros, mais aussi pour des marchés en procédure adaptée ou des marchés en procédure formalisée. Le sourcing, c'est vraiment une pratique qui est censée alimenter aussi le cahier des charges de l'acheteur. Je le dis ici parce que c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que c'est une pratique qui n'est pas forcément toujours très exploitée par les acheteurs publics, notamment parce qu'il y a une certaine frilosité à échanger avec les fournisseurs. Pour autant, c'est quelque chose qui est codifié dans le code de la commande publique, donc c'est une pratique qui est encouragée même et qui existe depuis 2016 et qui est vraiment présentée comme telle. Voilà, au moment de la préparation de son marché, l'acheteur a le droit d'échanger avec le secteur économique en question et il a le droit d'aller solliciter des devis, tirer des informations à partir du moment où tout est fait de manière cadrée, tracée. C'est pas du tout un problème. Je mentionne aussi cette notion et j'insiste un petit peu sur cette notion-là parce que pour vous, en tant qu'entreprise qui pourrait être susceptible d'obtenir des marchés à moins de 40 000 euros, c'est intéressant de savoir qu'il faut vous faire connaître auprès des collectivités, vous faire connaître auprès je sais pas, des élus éventuellement, et d'activer tous les leviers qui existent pour faire partie en fait du panel fournisseur du sourcing d'un acheteur. On verra dans un prochain webinaire, lorsqu'on verra comment accéder au marché public, quels sont les leviers qui peuvent exister pour vous pour aller vous faire connaître. La troisième exigence, ça va être de ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire. Alors, l'acheteur, il est obligé de faire une forme de veille économique épisodique afin que ce ne soit pas systématiquement le même acteur, la même entreprise qui obtienne un marché. Et ça, c'est valable dans le cadre de marchés à moins de 40 000 euros. Il y a deux précisions sur ce point-là. C'est que c'est vraiment le caractère systématique qui est problématique. On ne pourra pas reprocher à un acheteur public d'avoir eu 2 années de suite le même prestataire à partir du moment où il peut le justifier. C'est vraiment la notion de systématique parce qu'on pourrait soupçonner un délit de favoritisme, un délit d'octroi d'un avantage injustifié. Enfin, voilà, tous ces termes-là qui pourraient avantager en fait un acteur plutôt qu'un autre. Cette notion de systématique, elle n'a de sens dès lors que elle n'a plus de sens, pardon, dès lors qu'il y a une procédure avec une mise en concurrence. Parce que dès lors qu'on fait une mise en concurrence, on va appliquer en fait des critères d'attribution qui sont objectifs. Et si ces critères d'attribution, l'application de ces critères d'attribution aboutissent à l'attribution d'un marché public au même titulaire que celui qui était le précédent, on ne pourra jamais le reprocher à un acheteur public puisque en fait, les critères sont connus d'avance, les critères sont objectifs et sont donnés. Voilà, donc c'est valable uniquement pour cette procédure sans mise en concurrence et sans publicité. Enfin, un dernier point que je voulais mentionner, ça va être la traçabilité de l'achat. Alors ça, c'est valable pour
tout type de procédure, mais c'est particulièrement important pour les acheteurs quand on est dans un marché sans formalité. Il a quand même l'obligation de conserver une trace des éléments qui vont motiver sa décision. Encore une fois, ces petits marchés ne sont pas à l'abri de tout contentieux et les acheteurs sont quand même obligés de respecter les règles de droit de la commande publique. Et donc, on n'est pas à l'abri d'un recours par un acteur concurrent. Donc, l'acheteur a, il a vraiment la nécessité de pouvoir prouver qu'il a tout fait dans les règles de l'art. Alors, on en a fini sur ces marchés à moins de 40 000 euros. Le stade juste au-dessus, donc c'est les marchés juste au-dessus de 40 000 euros, c'est les marchés à procédure adaptée, également appelés MAPA. C'est l'abréviation que vous retrouverez sur les portails acheteurs lorsque vous allez répondre à un marché public. On va trouver les abréviations des procédures. Un MAPA, comme son nom l'indique, c'est un marché où les modalités de passation, les conditions de la procédure vont être adaptées par rapport à un marché à procédure formalisée. Donc l'acheteur, il va avoir la possibilité de vraiment définir librement les conditions de la procédure tant que ça respecte les principes de la commande publique. C'est-à-dire qu'il va pouvoir définir la durée de la consultation, il va pouvoir définir s'il veut faire de la négociation une fois que les offres ont été remises et sur quel point il va vouloir négocier. Voilà, il a beaucoup plus de souplesse, il n'a pas forcément d'obligation non plus de passer son marché avec une commission d'appel d'offres. Donc il y a un certain nombre de souplesses qui sont données à l'acheteur par rapport à ça. Encore une fois, c'est des marchés qui sont plus propices quand on se lance dans les marchés publics et quand on a une petite structure, parce que ça peut être aussi des marchés déjà avec un montant qui est moindre, donc plus facilement accessible, et pour lesquels les acheteurs vont peut-être aussi avoir un regard un peu plus souple par rapport aux contraintes des potentiels répondants. Voilà. Petit aparté qui ne vous concerne pas énormément, mais sur les marchés de services sociaux et de services spécifiques qui sont listés dans le Code de la commande publique, l'acheteur peut toujours passer en procédure adaptée, peu importe le montant. Donc, voilà, petit rappel, procédure adaptée. Donc, quand on est sur fourniture et services, ça va être 140 000 euros hors taxe, le maximum pour l'État et ses établissements publics, et 215 000 euros hors taxe pour les collectivités territoriales. Pour les achats de travaux, ça va être 5 382 000 euros. Donc, ça laisse quand même une grosse marge de manœuvre pour faire des MAPA sur des marchés de travaux. Quand on parle de procédure formalisée, on va distinguer trois types de procédures: les appels d'offres, les procédures avec négociation et les dialogues compétitifs. On va se focaliser sur l'appel d'offres parce que, encore une fois, ce sont les procédures formalisées qui sont les plus accessibles et également celles qui sont les plus courantes. C'est un peu la procédure par défaut que va choisir l'acheteur. L'acheteur a aucune contrainte sur le choix de procédure formalisée. C'est-à-dire que s'il a envie de passer en procédure avec négociation, il n'est pas obligé de le justifier. S'il a envie de passer en dialogue compétitif, il n'a pas à le justifier non plus. Donc il est libre du choix sur le type de procédure. Pour autant, l'appel d'offres, c'est quand même la version déjà la plus courante sur les procédures formalisées, mais également la plus classique que l'acheteur va pouvoir utiliser. L'appel d'offres, ça va être la procédure par laquelle l'acheteur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats. Alors ça, c'est la définition légale de ce qu'est un appel d'offres, et elle est un tout petit peu trompeuse, puisqu'on va parler d'offre économiquement la plus avantageuse, alors que depuis quelques années maintenant, l'acheteur n'a plus le droit de choisir une offre sur le critère unique du prix. Il ne peut plus choisir une offre sur le fait que ce soit juste l'offre la moins chère. C'est désormais plus possible. Il y a systématiquement des critères donc, qui sont portés à la connaissance des candidats au moment de la publicité. Donc dans les documents de consultation des entreprises, on va retrouver les critères de sélection des offres et ils sont normalement objectifs, non discriminatoires et surtout ils sont connus de tous les candidats en amont. Il n'y aura pas un candidat qui en saura un peu plus qu'un autre. Ça, c'est pour respecter à la fois la transparence des procédures et à la fois l'égalité de traitement des candidats. Un point qui est important dans une procédure d'appel d'offres, c'est que c'est une procédure sans négociation. Pour vous, en tant qu'entreprise qui répondez à des marchés publics, c'est important de le savoir parce que vous allez remettre une offre
et ça sera votre offre définitive. Vous vous engagez sur le prix, vous vous engagez sur tout ce que vous proposez d'un point de vue technique. Il n'y aura pas de possibilité d'aller négocier pendant la procédure avec l'acheteur. Vous avez le droit de poser des questions qui vont être d'ailleurs publiées en ligne pour que tout le monde puisse avoir accès à la réponse, mais vous n'aurez pas la possibilité de négocier sur le prix ou sur des détails techniques. Voilà. L'appel d'offres, il peut prendre deux formes. On peut parler d'appel d'offres ouvert ou d'appel d'offres restreint. Alors, quand on parle d'un appel d'offres ouvert, abrégé AOO, quand vous le verrez sur les plateformes d'acheteurs, l'appel d'offres ouvert, c'est l'idée de dire que tout opérateur économique qui est intéressé par le marché peut soumissionner. Donc, opérateur économique, c'est concrètement une entreprise qui répond, et soumissionner, ça veut dire déposer une offre. On le verra dans le prochain webinaire, précisément quand on répond à un marché public, il y a toujours une candidature et une offre. C'est deux dossiers qui sont distincts. Et pour aller très rapidement, la candidature, c'est la fiche d'identité de l'entreprise. On va présenter qui on est en tant qu'entreprise, voilà, donner toutes les informations administratives, mais également des informations sur nos capacités techniques et financières. Mais c'est pas ça qui va répondre précisément à la demande de l'acheteur. Ce qui répond aux besoins techniques de l'acheteur, c'est l'offre. Donc, on dépose concrètement son dossier de candidature et son dossier d'offre au même moment, avec un délai minimal de réception de 30 jours. Ça veut dire que l'acheteur, il ne peut pas dire bah, moi, je suis très pressé, j'ai besoin que de 15 jours, et les entreprises, elles auront que 15 jours pour produire leur offre. C'est 30 jours minimum, et ça peut être plus. Pour l'appel d'offres restreint, l'acheteur public va en fait dresser une liste des candidats qui sont autorisés à présenter une offre, donc autorisés à soumissionner. C'est-à-dire que la procédure se fait en deux phases. On va avoir une phase de réception des candidatures, où là, vous déposez votre dossier de candidature, donc uniquement votre fiche d'identité d'entreprise. Sur cette base-là, et par rapport à des critères qui sont aussi portés à la connaissance des candidats, l'acheteur va choisir de valider un certain nombre de candidatures, et seuls les candidats qui vont être acceptés auront la possibilité de déposer une offre et de produire un mémoire technique, donc vraiment de montrer ce qu'ils peuvent faire pour répondre aux besoins de l'acheteur. Voilà, donc c'est des procédures qui sont similaires sur les modalités de consultation, sur les contraintes qui pèsent sur l'acheteur, mais concrètement pour vous, ça change quelque chose sur le délai de réception des candidatures et le délai de réception des offres. C'est important de le savoir, que quand on répond à un appel d'offres restreint, potentiellement, vous n'avez pas besoin de produire l'offre tout de suite. C'est d'abord la candidature. Voilà pour les appels d'offres ouverts et restreints, et voilà pour les procédures. Je crois qu'on en a fini. On va pouvoir passer à la partie organisation de l'achat et montage contractuel. Alors, on a 3 grands modes de consultation. C'est de ça dont on parle quand on parle de l'organisation de l'achat et des montages contractuels. C'est comment on va consulter les entreprises, avec quelles modalités. On distingue l'allotissement et le marché global. L'allotissement, c'est l'idée de diviser un marché public en lots qui vont être des unités autonomes, qui seront soit des prestations distinctes, soit faites sur des zones géographiques. On a la possibilité de soumissionner pour un lot, plusieurs lots ou tous les lots. Au contraire, un marché global, ça va être un marché qui déroge au principe d'allotissement, c'est-à-dire qu'on ne va pas diviser le marché en différentes prestations. On aura un marché sur plein de prestations, mais on cherche un seul titulaire. Les marchés globaux, concrètement, c'est utilisé beaucoup dans des marchés de travaux, notamment quand il y a des forts enjeux de cohérence à la fois sur la conception, la réalisation et l'exécution des marchés. Ça va aussi être le cas dans le cadre de marchés globaux de performance, et notamment de performance énergétique. On va avoir la conception qui va être faite par le même acteur qui réalise les travaux, puisque en fait, il y a un seuil qui va être fixé sur la performance énergétique, et c'est la structure qui réalise les travaux qui devra prouver qu'elle répond à ce seuil. Donc ça peut être plus cohérent de passer par des procédures comme ça. On va aussi retrouver les marchés globaux sectoriels, mais vous n'êtes pas particulièrement concerné en tant qu'entreprise de l'économie circulaire ou de l'ESS. Et puis, on aura aussi les marchés de partenariat qui sont aussi des marchés avec des gros enjeux. Donc, l'allotissement,
c'est vraiment le principe. C'est-à-dire que l'acheteur, il a l'obligation d'allotir son marché. S'il n'allotit pas son marché, pour un marché global, il est obligé de le justifier. Il y a tout un tas de justifications qui existent dans le code de la commande publique, et l'acheteur, quand il va tracer son achat, il va être obligé de justifier les raisons pour lesquelles il ne souhaite pas allotir son marché. Je les ai plus toutes en tête, mais ça peut être que l'exécution technique serait rendue trop complexe ou trop onéreuse du fait de l'allotissement. Ça peut être que le fait d'allotir viendrait restreindre la concurrence. Ça peut être le fait que le précédent marché avait été infructueux, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé de titulaire. Donc, on a décidé de ne pas allotir cette fois-ci pour donner des chances à des acteurs différents. Enfin voilà, il y a tout un tas de justifications qui sont possibles, mais toujours est-il que le principe, c'est vraiment d'allotir, et ça, c'est une possibilité qui a été, enfin, c'est pas une possibilité, c'est une obligation qui a été imposée aux acheteurs en vue d'ouvrir la commande publique à des TPE, des PME, en tout cas des petites entreprises qui ne pourraient pas accéder à des marchés globaux parce que, en termes de savoir-faire, elles n'ont pas tous les savoir-faire, parce que en termes de ressources humaines, elles sont pas équipées pour avoir des marchés qui sont aussi volumineux. Donc, c'est vraiment l'idée de dire, on va découper les marchés selon le type de prestation ou selon une division géographique. Et ça va donner plus de possibilités pour les petites entreprises d'accéder au marché public. Pour vous, en tant qu'entreprise, l'allotissement, ce qui est intéressant, c'est de savoir que dans la majorité des cas, vous avez la possibilité de soumissionner à un ou plusieurs lots, voire même à tous les lots, si vous considérez que vous êtes compétent sur tous les segments d'achat. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si on se positionne sur tous les lots et que potentiellement vous êtes attributaire sur les lots, derrière, il faut quand même pouvoir exécuter la prestation. Donc, vous n'avez pas de certitude d'être titulaire sur tous les lots, mais potentiellement, ça peut être le cas. Donc, il faut garder ça en tête quand on décide de candidater à plusieurs lots. On ne pourra pas voter en touche a posteriori au moment de l'exécution. Dans certains cas, les acheteurs vont limiter le nombre maximal de lots attribués à un seul et même opérateur. C'est une possibilité qu'ils ont, encore une fois, pour stimuler la concurrence aussi et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui raflent tous les lots. Voilà sur le principe d'allotissement. Le troisième point qu'on souhaitait aborder avec vous aujourd'hui, ça va être la notion de marché réservé. Alors, c'est une autre manière de consulter les entreprises, et c'est à ce niveau-là, quand je parlais de considération sociale, qu'on va pouvoir en intégrer, puisque c'est une possibilité qui est donnée aux acheteurs publics pour dire, eh bien, on va faire une mise en concurrence, mais seulement avec un certain type de structure. Le code de la commande publique présente deux possibilités, soit le fait de réserver un marché ou des lots d'un marché à des opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés défavorisés, soit de réserver un marché ou des lots d'un marché à des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, sur la possibilité de réserver un marché ou un lot d'un marché à ces opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés et défavorisés, ou défavorisés d'ailleurs, on a plusieurs possibilités. La possibilité de réserver un marché au secteur du handicap, donc aux entreprises adaptées ou ESAT, généralement c'est plutôt les deux ensemble. La possibilité de réserver un marché à des structures d'insertion par l'activité économique, des SIAE. Et depuis fin 2022, il y a un décret qui donne aussi la possibilité pour les acheteurs de recourir à des structures qui offrent du travail à des personnes détenues. Je vous avoue que jusqu'ici, j'en ai pas vu passer. J'ai jamais vu de marché réservé à des structures qui offrent du travail à des personnes détenues. Je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de préjugés liés à ces personnes-là, et donc c'est pas forcément une possibilité qui est extrêmement exploitée. On va plutôt être sur des marchés réservés secteur du handicap ou structure d'insertion par activité économique, voire les deux, puisque la loi ASAP, donc la loi d'accélération et de simplification de l'action publique, une loi qui a été votée en 2020, les acheteurs publics peuvent réserver à la fois au secteur du handicap et au SIAE. Ça veut dire qu'il y a une mise en concurrence qui est faite entre ces structures-là. On peut en penser ce qu'on veut. Concrètement, il y a des collectivités qui font le choix de ne pas exploiter cette possibilité-là parce qu'elles considèrent que c'est pas forcément des secteurs qu'on a envie de mettre en concurrence, parce que les coûts qui sont liés à des SIAE ou les coûts qui sont liés à des structures de handicap sont pas forcément les mêmes, et il n'y a pas forcément une concurrence très juste qui se fait entre ces deux secteurs-là.
Toujours est-il que c'est une possibilité qui existe si on se dit « Ah ben en fait, c'est un segment d'achat qui est super propice à la fois au secteur du handicap et aux structures d'insertion. Bon, bah pourquoi pas réserver ce marché ou ce lot pour ces deux types de structures. » Voilà sur ce premier point. Quand on parle de réservation de marché pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire, le Code de la commande publique va vraiment définir ce que sont les ESS par rapport à la loi qui encadre l'ESS, la loi du 31 juillet 2014, dite loi Hamon, et fait référence à l'article 1 qui vient vraiment poser quel type de structures sont concernées, donc les coopératives, les fondations, les mutuelles et les associations, et également les entreprises commerciales de l'ESS. Donc c'est ces 5 types de structures qui vont pouvoir accéder à ces marchés ou à ces lots uniquement. Il faudra évidemment pouvoir le prouver au moment de la candidature, mais c'est quand même un levier qui est très peu exploité par les acheteurs publics, déjà parce qu'il y a cette autre possibilité de réservation de marché à des SIAE ou au secteur du handicap qui existe, qui est beaucoup plus facilement activable. Là où pour la réservation d'un marché ou de lot à l'ESS, en fait, le législateur a souhaité restreindre la possibilité à certaines typologies de marché, certains objets de marché qui sont définis dans une annexe. Et c'est pas extrêmement fréquent de pouvoir y avoir recours. Je pense aussi que c'est une possibilité qui n'est pas exploitée parce qu'elle n'est pas très connue et qu'il y a quand même une certaine frilosité et une peur d'avoir un recours potentiel, de se dire bah, en fait, s'il y a un concurrent qui est évincé parce que ce n'est pas une entreprise de l'ESS, qu'on a un recours, il faut quand même être très sûr de soi pour pouvoir justifier de cette réservation de marché. Donc, c'est pas extrêmement exploité. Et c'est bien dommage. Mais voilà, il y a quand même toujours des possibilités avec le secteur du handicap et les structures d'insertion. Voilà pour la partie organisation de l'achat. On va pouvoir passer au montage contractuel qui, en fait, vont avoir une grosse incidence sur l'exécution du marché. La forme de marché, la forme de montage contractuel qu'on va choisir va vraiment conditionner la manière dont s'exécute le marché. Et ça, c'est très important pour vous en tant qu'entreprise, quand vous répondez à un marché, d'avoir ces notions un petit peu en tête. Donc, dans la majorité des cas, on sera sur ce qu'on appelle un marché public simple. C'est un marché qui est assujetti à aucune règle spécifique sur les techniques d'achat ou sur le montage contractuel. Donc, les prestations, elles sont définies dans les cahiers des charges, elles sont très claires, elles sont commandées en une seule fois. Voilà, c'est le type de marché qu'on retrouve le plus, c'est les marchés simples. On va également retrouver les marchés à tranches, où là, on va avoir une partie du besoin dont l'exécution va être fractionnée. C'est-à-dire qu'on a une tranche qui est dite ferme et une ou plusieurs tranches qui vont être optionnelles. Concrètement, ça donne de la souplesse à l'acheteur pour ne pas s'engager sur l'ensemble de son besoin. Il sait qu'il y a une partie de son besoin, il est sûr, certain qu'il faut que ce soit exécuté, donc ça sera la tranche ferme. Et il y a une partie où potentiellement il hésite parce que ça peut être conditionné par des décisions futures, ce genre de choses. Donc on va en faire une ou plusieurs tranches optionnelles. Et concrètement, pour dire au moment de l'exécution que cette tranche doit être exécutée, il doit prendre ce qu'on appelle une décision d'affermissement. Et donc on parlera ensuite de tranche affermie. Pourquoi c'est intéressant d'avoir cette notion en tête? Parce que pour vous, en tant qu'entreprise, quand vous répondez à un marché à tranches, vous avez l'obligation de répondre aussi aux tranches optionnelles. Vous ne pouvez pas juste dire « moi, je peux faire que la partie tranche ferme, la suite, on verra ». L'idée, c'est d'avoir pour l'acheteur un prestataire qui soit sûr quand même si lui n'est pas certain de son besoin. Donc, vous êtes obligé de répondre à la tranche ferme et à la ou les tranches optionnelles. Et il faut avoir en tête que même si vous êtes titulaire du marché, il n'y a pas d'assurance sur les tranches optionnelles. Ce n'est pas certain que ces tranches-là soient activées pendant l'exécution. L'autre type de montage contractuel qu'on va pouvoir retrouver, ça va être l'accord cadre. Et alors ça, c'est un montage contractuel qui est vraiment intéressant et qu'il faut bien avoir en tête, puisque ça se distingue un peu des marchés publics classiques. L'accord cadre, c'est pas un marché public en tant que tel, c'est un cadre, comme son nom l'indique. Ça reste un contrat
qui est conclu entre un ou plusieurs opérateurs économiques, donc un ou plusieurs entreprises, mais qui va avoir pour objet d'établir les termes qui vont régir des marchés qui seront passés ultérieurement. Les accords cadres, ils peuvent prendre deux formes possibles, les accords cadres à bon de commande et les accords cadres à marché subséquent. Donc on va rentrer tout de suite dans le détail de cet accord cadre, puisqu'il y a quand même pas mal de spécificités et ça diffère un petit peu de l'exécution des marchés simples, voire même des marchés à tranches. Donc juridiquement, c'est défini comme un contrat conclu par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs avec un ou plusieurs opérateurs économiques qui a pour objet d'établir les termes régissant des marchés à passer ultérieurement. Pouvoir adjudicateur, concrètement, ça veut dire acheteur public. Ça définit l'État et ses établissements, également les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. Et le pouvoir adjudicateur va contracter avec un ou plusieurs opérateurs économiques. Et ça, c'est un petit peu spécifique à l'accord cadre, puisqu'on va pouvoir retrouver des accords cadres qui sont mono-attributaires, donc il y aura un opérateur économique qui sera retenu, ou multi-attributaires, avec plusieurs entreprises qui seront retenues. L'accord cadre, il a comme objectif pour l'acheteur de constituer un panel fournisseur, si on est sur du multi-attributaire, sur un segment d'achat déterminé, et seuls ces candidats-là vont être remis en compétition au moment de l'exécution. En tout cas, quand on est dans le cadre d'un marché subséquent. On distingue du coup les accords cadres à bon de commande et les accords cadres à marché subséquent. C'est les deux types qu'on va voir tout de suite. Dans l'accord cadre, donc quand vous répondez à un accord cadre, il y a quand même un certain nombre d'informations qui vous sont données, évidemment, pour dire sur quoi porte l'exécution des futurs marchés, évidemment. Donc on va avoir les spécifications techniques qui seront évidemment données, l'objet du marché. On vous demandera de chiffrer, donc on vous demandera les prix, et puis on vous donnera pas toujours, mais peut-être un minimum de commandes, et systématiquement, on vous donnera un maximum de commandes. Parce que ça, c'est estimatif pour l'acheteur, et c'est ça qui va déterminer toujours la procédure dans laquelle il va s'inscrire, même si on est dans le cadre d'un accord cadre. Il y a toujours les procédures qui vont s'appliquer. La durée maximale d'un accord cadre, ça va être 4 ans. Souvent, on a des accords cadres de 1 an, reconductibles. Ça, c'est une forme assez classique, et ça doit être maximum 4 ans, puisqu'après, règle de mise en concurrence oblige, il y a une remise en concurrence qui doit être faite après ces 4 ans. Donc, quand on est dans un accord cadre à bon de commande, l'accord cadre va fixer toutes les stipulations contractuelles, sauf les quantités, et on va exécuter la prestation au moyen d'émission de bons de commande. Donc, quand le besoin va arriver, ponctuellement, l'acheteur va émettre un bon de commande, vous envoyer un bon de commande en disant voilà, par rapport à ce que vous aviez chiffré sur telle ligne, sur un bordereau de prix unitaire, je veux 10 fois cette quantité. Donc on va actionner des lignes qui vont être déjà chiffrées au moment de la réponse. Quand on est dans un accord cadre à marché subséquent, l'accord cadre ne va pas fixer toutes les stipulations contractuelles, on ne va pas avoir toutes les informations, et donc au moment où les besoins vont arriver, on va refaire une mise en concurrence dans le cadre de ces marchés subséquents, donc avec les fournisseurs qui auront été retenus au moment de l'attribution de l'accord cadre. En termes d'exemple, je peux vous mentionner par exemple les prestations de traiteurs, sont souvent passées par des accords cadres à bon de commande quand il y a des besoins qui sont récurrents. On sait qu'on va avoir tout au long de l'année des prestations de traiteurs, mais on ne sait pas exactement combien et on ne va pas pouvoir définir tous les événements auxquels on aura besoin de prestations de traiteurs. Donc on va faire chiffrer des prestations de traiteurs avec un ou plusieurs titulaires et on émettra des bons de commande en fonction du besoin qui arrive. Les marchés subséquents, ça peut être par exemple un accord cadre qui porte sur un événement qui est redondant, qui revient tous les ans. Donc on fait un accord cadre par exemple sur 4 ans. Et puis on viendra préciser vraiment les spécificités de chaque événement, sur l'organisation d'un événement. Et on remettra en concurrence les quelques titulaires de l'accord cadre et on fixera des critères qui sont spécifiques pour ce marché subséquent précisément. Voilà sur la différence entre bon de commande et marché subséquent. Donc je vous le disais, les accords cadres, ils peuvent être exécutés soit en mono-attributaire, donc on aura un seul titulaire, soit en multi-attributaire. Quand on est dans un accord cadre mono-attributaire,
vous comprenez bien qu'il n'y a pas de remise en concurrence qui est faite puisqu'il y a un seul titulaire. Donc l'attribution de chaque marché va être faite au moment soit de l'émission du bon de commande, soit de la republication du marché subséquent. Voilà, ça c'est une possibilité. Bon, après, j'ai un peu du mal à voir dans quel cas on pourrait avoir un accord cadre mono-attributaire à marché subséquent. L'idée, c'est quand même de pouvoir aussi refaire une mise en concurrence pour avoir l'offre la plus pertinente par rapport aux besoins très précis. Mais ça peut exister. L'autre possibilité, comme je vous le disais, c'est l'accord cadre multi-attributaire, que ce soit dans un accord cadre à marché subséquent ou un accord cadre à bon de commande. Donc, pour les marchés subséquents, comment ça se concrétise dans l'exécution? Eh bien, on va faire une remise en concurrence, c'est-à-dire qu'on va aller consulter les titulaires de l'accord cadre par écrit en leur faisant savoir, ben voilà, on va avoir le prochain marché subséquent qui va sortir, on vous donne tel délai, remettez-nous une offre sur la base de caractéristiques qui sont à la fois fixées par l'accord cadre, mais également dans le marché subséquent, on va pouvoir venir préciser certaines choses, évidemment. Et puis, on va évaluer quelle était l'offre la plus pertinente par rapport aux besoins sur ce marché subséquent. C'est intéressant de savoir aussi que par souci de transparence des procédures et d'égalité de traitement des candidats, généralement les conditions de choix de l'offre sont quand même fixées dans les grandes lignes dans l'accord cadre en amont. Quand on est dans un marché à bon de commande multi-attributaire, la question c'est en fait comment on sait à quel titulaire va aller quel bon de commande. Et bien pour ça, l'acheteur a le choix et c'est généralement précisé dans les documents de l'accord cadre, donc en amont, sur comment est attribué le bon de commande. Ça va être soit en cascade, soit à tour de rôle. En cascade, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous répondez à un accord cadre, vous allez être évalué sur la base de critères objectifs et ça va permettre à l'acheteur de faire un classement des différents fournisseurs. Donc il y en a un qui va arriver en tête avec une note et un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Donc il va d'abord solliciter le premier. Si le premier titulaire ne peut pas exécuter le marché pour plein de raisons, parce que comme je vous l'ai dit, ça peut être des marchés qui sont sur 4 ans, donc vous n'avez pas forcément de visibilité sur votre carnet de commandes. Si le titulaire, le premier fournisseur n'est pas disponible, il va passer au deuxième, et ainsi de suite, s'il n'y a pas de possibilité de solliciter les premiers. Donc ça, c'est intéressant de le savoir, parce que quand vous répondez à un accord cadre multi-attributaire à bon de commande et où l'attribution est faite en cascade, si vous êtes classé troisième ou quatrième, par exemple, vous faites partie du pool de fournisseurs de l'accord cadre, certes, mais vous n'avez aucune certitude d'avoir des missions derrière, puisque on va mettre en priorité ceux qui seront arrivés devant vous. Quand on fait une attribution à tour de rôle, quand l'acheteur fait une attribution à tour de rôle, ça veut dire qu'il va passer du premier au deuxième, au troisième, au quatrième. À chaque bon de commande, il va changer de fournisseur. Voilà. Donc là, ça assure quand même une régularité potentielle, puisque même si on n'a pas de certitude sur les quantités quand on répond à un accord cadre, il y a toujours un besoin derrière. Donc nécessairement, voilà, vous allez quand même avoir quelque chose à ce moment-là. Alors, quand on est dans un accord cadre multi-attributaire, voilà, je vous ai donné les modalités de remise en concurrence à la fois pour les marchés subséquents et pour les marchés à bon de commande, enfin pour les accords cadres à bon de commande, pardon. Ça va être extrêmement important du coup de lire les documents de la consultation et notamment ce qu'on appelle le CCAP, le cahier des clauses administratives particulières, qui va fixer en fait les termes de l'exécution des marchés. Donc c'est très important de les lire pour savoir en fait à quoi s'attendre au moment où le marché sera exécuté. Voilà, donc quand on passe un bon de commande ou un marché subséquent, il y a des éléments qu'il faut lever, les lieux de livraison, les lieux d'exécution, les quantités exactes, etc. etc. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur les accords cadres multi-attributaires et même sur toute la session d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. C'était une session qui était assez dense et assez théorique. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous sera utile. La session sera republiée. Vous recevrez bien évidemment le lien de la rediffusion. N'hésitez pas à me contacter s'il y a des questions. Merci encore et très bonne journée à tous et à toutes.